Je m'appelle Alexandre. J'ai 29 ans. Pendant près de 30 ans, ma grand-mère m'a traité de bâtard en face, me fuyant comme une maladie contagieuse, tandis que mes propres parents assistaient à la scène dans un silence d'une lâcheté absolue. Alors que j'enchaînais les doubles gardes, que je récurais les soldes de l'hôpital et que je sacrifiais mon sommeil pour financer mes études d'infirmier, ma famille me disait simplement d'endurer sa cruauté implacable, car son immense empire immobilier et leur futur héritage étaient en jeu. Ils se sont moqués de moi, m'ont isolé et m'ont humilié devant des dizaines d'invités à chaque réunion de famille. Mais il y avait une chose qu'aucun d'entre eux ne savait. J'ai trouvé son coffre-fort secret. J'ai trouvé les documents scellés des tests génétiques. Et en ce moment même, les enfants chéris de cette lignée incroyablement toxique sont assis dans sa salle à manger d'apparat, sur le point de perdre absolument tout ce qu'ils croyaient leur appartenir. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé l'empire de mensonges de ma famille, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Revenons maintenant à l'endroit où tout ce cauchemar a commencé. Je me tenais sur le trottoir, devant l'immense domaine de 3 étages de ma grand-mère. L'air matinal était vif, me mordant cruellement le visage, mais j'étais totalement insensible au froid. Je fixais les massives grilles en fer forgé de la propriété. Un endroit qui, durant toute ma vie, avait ressemblé bien plus à une prison de haute sécurité qu'à un foyer familial. J'ai regardé une élégante Rolls-Royce noire sur mesure glisser lentement le long de l'allée circulaire pavée. La portière côté conducteur s'est ouverte et mon cousin Maxime en est descendu pour poser le pied sur le bitume immaculé. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus cher que l'intégralité de mon salaire annuel d'infirmier diplômé d'État. Il a ajusté ses lunettes de soleil de créateur, a contemplé l'immense bâtisse avec des yeux avides et pleins d'attente, puis a posé son regard sur moi, qui me tenait tranquillement près du trottoir. Il n'a pas fait un geste de la main. Il n'a pas dit bonjour. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il m'a simplement adressé ce même rictus méprisant et d'une arrogance inouïe qu'il s'entraînait à afficher devant le miroir depuis l'âge de 7 ans. Maxime pensait qu'il venait aujourd'hui réclamer son royaume. Il croyait que cette lecture de testament tant attendue allait être son couronnement suprême. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il attendait derrière les épais murs de cette demeure. Je l'ai regardé gravir les marches de pierre, ses chaussures en cuir claquant bruyamment contre le sol, et mon esprit a violemment dérivé vers l'origine même de la pourriture profonde et implacable de cette famille. Ma grand-mère, Madeleine, était la matriarche incontestée de notre famille. Elle ne se contentait pas de diriger la famille, elle la possédait corps et âme. Elle contrôlait l'argent familial, le vaste patrimoine immobilier, les imposants comptes d'investissement et chaque décision majeure prise au sein de notre lignée. C'était une femme qui se souciait des apparences publiques, du rang social et de la domination du voisinage par-dessus tout au monde. Elle gérait les réunions du syndic de copropriété comme un dictateur impitoyable et inflexible, infligeant sans pitié des amendes aux voisins pour une mauvaise nuance d'herbe ou pour avoir laissé leur poubelle dehors une heure de trop. Elle s'asseyait au tout premier rang de son église conservatrice chaque dimanche, vêtue de perles coûteuses et de robes sur mesure, déposant des billets de $100 dans la corbeille de quête avec une moue profondément moralisatrice gravée en permanence sur le visage. Pour le monde extérieur, elle était un pilier généreux et dévoué de la communauté. Pour moi, c'était un monstre. La raison de sa haine viscérale et profonde à mon égard était simple, mais totalement insensée pour tout être humain rationnel. Mes parents, Thomas et Éléonore, m'avaient conçu exactement 3 mois avant leur somptueux mariage. Aux yeux ultra-critiques de Madeleine, mon existence même était un scandale ambulant qui menaçait directement sa réputation immaculée et soigneusement entretenue. Ses amis d'église avaient apparemment chuchoté au sujet de ce mariage précipité il y a 30 ans, et elle ne l'a jamais, au grand jamais, digéré. J'étais une tache permanente sur l'image parfaite de sa famille. Dès l'instant où j'ai été en âge de comprendre le langage humain, elle s'est assurée que je connaisse exactement la place qui m'était assignée dans ce monde. J'étais une erreur. J'étais un péché. J'étais un bâtard. Je me souviens d'avoir eu 6 ans lors de notre dîner annuel de Thanksgiving. La table de la salle à manger était un chef-d'œuvre absolu de richesse, de mesure et de perfection culinaire. Il y avait une dinde rôtie gigantesque, des verres en cristal étincelant, des couverts en argent massif et des compositions florales élaborées qui coûtaient des centaines de dollars. Mon oncle Bernard et ma tante Valérie étaient assis près du bout de la longue table, riant aux éclats et buvant du vin d'importation hors de prix. Maxime et mon autre cousine Chloé se disputaient pour rire le bréchet de la volaille, leurs assiettes en porcelaine croulant sous une nourriture opulente.
Je n'étais qu'un enfant affamé qui cherchait une place pour s'asseoir. J'ai pris une petite assiette au buffet et j'ai marché vers une chaise en bois vide juste à côté de ma mère. Avant même que je ne puisse tirer la lourde chaise, Madeleine m'a arrêté. Elle s'est levée de son grand fauteuil en velours, a marché délibérément vers moi et a posé une main froide, ridée et lourdement couverte de bijoux sur ma petite épaule. Elle a serré ma clavicule si fort que cela a laissé un hématome le lendemain. Elle m'a regardé de haut avec des yeux dénués de toute affection, de toute chaleur et de toute humanité. Elle m'a dit, d'une voix suffisamment forte pour que toute la pièce entende, que la table principale était exclusivement réservée aux membres légitimes de cette famille. Elle a pointé un long doigt osseux vers la porte battante de la cuisine. Elle a désigné très précisément un petit tabouret en bois bancal posé juste à côté de la poubelle métallique. C'était là ma place. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père. J'ai attendu qu'ils se lèvent. J'ai attendu qu'ils repoussent leurs assiettes de luxe, qu'ils me prennent par la main et qu'ils franchissent la porte d'entrée pour protéger leur enfant de cette maltraitance émotionnelle. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Mon père fixait intensément sa purée de pommes de terre, la mâchoire crispée, les phalanges blanchies à force de serrer sa fourchette. Ma mère se mordait la lèvre inférieure, les yeux légèrement humides, mais elle a détourné le regard et s'est concentrée avec insistance sur le pliage de sa serviette en lin. Ils ont fait leur choix à 7 secondes précises. Ils ont choisi leur futur héritage, leur train de vie confortable et les futurs fonds pour leurs études au détriment de leur propre fils. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais complètement, totalement seul dans ce vaste monde. Je n'ai pas pleuré. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. J'ai pris ma petite assiette, j'ai tourné le dos à mes parents, je suis entré dans la cuisine vivement éclairée et je me suis assis sur ce tabouret bancal près des ordures. J'ai mangé mon dîner de Thanksgiving en fixant un mur blanc et vide, écoutant les rires joyeux et assourdissants d'une famille à laquelle j'appartenais techniquement, mais dont j'étais systématiquement et entièrement exclu. Ce tabouret de cuisine est devenu ma place désignée à perpétuité. Année après année, fête après fête, de Thanksgiving à Noël, j'étais le fantôme de la famille. J'étais la leçon vivante de ce qui arrive quand on apporte la honte à la grande Madeleine. J'ai accepté cela parce qu'enfant, je ne savais pas que les choses pouvaient être différentes. Je pensais que c'était simplement ainsi que le monde fonctionnait. Je croyais sincèrement que certaines personnes étaient nées pour s'asseoir à la grande table sous une lumière chaleureuse, et que d'autres étaient simplement nées pour manger des restes froids dans l'ombre. J'avais tort. La table était bâtie sur un socle d'immenses et inconcevables mensonges. Et j'étais sur le point de lui asséner un coup de masse dans les pieds. Grandir dans cet environnement hautement toxique et profondément abusif a complètement altéré ma perception de la réalité, mon estime de moi-même et ma compréhension de l'amour inconditionnel. Le contraste entre ma vie quotidienne et celle de mes cousins n'était pas seulement flagrant, il était agressivement, intentionnellement cruel. Madeleine s'en assurait à chaque occasion possible, transformant chaque réunion de famille en scène de théâtre pour étaler son favoritisme. Les matins de Noël dans cette immense maison étaient des chefs-d'œuvre de guerre psychologique. Nous étions tous convoqués dans son grand salon autour d'un pain gigantesque, décoré par des professionnels, qui touchaient littéralement le plafond voûté. Le parquet était toujours recouvert de boîtes magnifiquement emballées, de rubans brillants et d'épaisses enveloppes contenant des chèques. Madeleine s'asseyait dans son fauteuil de velours près du feu crépitant, agissant exactement comme une reine distribuant des richesses à ses sujets loyaux et obéissants. Lorsque ma cousine Chloé a eu 10 ans, elle a reçu un sac à main Louis Vuitton de créateur et un ordinateur portable dernier cri haut de gamme. Quand Maxime a fêté ses 16 ans, Madeleine lui a carrément bandé les yeux, l'a conduit sur l'allée circulaire devant la maison et lui a remis les clés en argent étincelant d'une Porsche de collection entièrement restaurée. Toute la famille a applaudi et crié de joie pendant qu'il faisait rugir avec excitation le puissant moteur. Cette même année, j'ai moi aussi eu 16 ans. Nous avions exactement 3 mois d'écart. Après que Maxime a fini de fêter sa nouvelle voiture de sport de luxe et d'enlacer ses parents, Madeleine m'a appelé auprès de son fauteuil. Elle m'a tendu une enveloppe blanche usagée, légèrement déchirée. Elle portait même une légère tache de café dans le coin inférieur. Je l'ai ouverte devant tout le monde, les mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait un billet de 5 $ tout neuf et un titre de transport mensuel pour le bus de la ville. J'ai levé les yeux vers elle, confus, humilié, retenant mes larmes. Elle m'a regardé droit dans les yeux, l'expression totalement neutre et dénuée de la moindre empathie, et m'a dit que je devais apprendre la valeur du travail acharné parce que les gens de mon milieu honteux n'avaient pas droit à des passe-droits dans la vie.
Maxime s'est installé au volant de sa Porsche et a klaxonné bruyamment, riant aux éclats pendant que je repliais soigneusement mon pass de bus pour le Ranger dans mon portefeuille en toile bon marché. Le pire dans ces traditions n'était pas la disparité monumentale de la valeur financière des cadeaux. Je pouvais vivre sans Porsche. Le pire, c'était le silence complice et assourdissant des adultes dans la pièce. L'oncle Bernard et la tante Valérie se contentaient de siroter leur lait de poule coûteux, d'échanger des regards complices et de rire discrètement. Ils traitaient ma maltraitance émotionnelle continue comme une blague interne à la famille. J'ai un jour surpris l'oncle Bernard disant à mon père dans le couloir que j'étais le projet ultime de formation du caractère de Madeleine. Il trouvait absolument hilarant que je doive porter des vêtements trop grands achetés en friperie avec des ourlets effilochés, tandis que Maxime portait des costumes sur mesure et des chaussures en cuir importées. À l'âge de 20 ans, je vivais dans un appartement loué affreux et délabré dans les mauvais quartiers de la ville. Le système de chauffage de mon immeuble mal isolé est tombé totalement en panne. C'était la mi-janvier et la température extérieure est descendue à 5 degrés sous zéro. Mon compte bancaire était complètement à découvert parce que je payais mes cours à l'université communautaire entièrement de ma poche, en cumulant 2 emplois épuisants juste pour pouvoir payer les frais de scolarité de base et les manuels. Désespéré, frigorifié et à court d'options, j'ai ravalé le moindre résidu de fierté qui me restait et j'ai appelé Madeleine au téléphone. J'ai expliqué la situation désastreuse. J'ai demandé si je pouvais simplement emprunter $100 pour acheter un petit radiateur électrique d'appoint. J'ai promis, juré sur ma vie, de la rembourser dès ma toute prochaine paie du restaurant de nuit où je récurais des assiettes sales jusqu'à 2 heures du matin. Elle a ri au téléphone. C'était un rire froid, sec, terrible, semblable au bruit de feuilles mortes raclant le béton. Elle m'a dit que me donner de l'argent me rendrait paresseux, exigeant et dépendant. Elle m'a textuellement dit ceci, les bâtards ne reçoivent pas de bénédiction, ils subissent des conséquences. Mais un pull. Puis elle a immédiatement raccroché. J'ai dormi dans mon gros manteau d'hiver, avec un bonnet de laine épais et 3 paires de chaussettes pendant 2 semaines entières, jusqu'à ce que je puisse enfin m'acheter un radiateur d'occasion bruyant et bon marché chez Walmart. Mes parents ont assisté à tout cela au fil des décennies. Thomas et Éléonore étaient absolument terrifiés par Madeleine. Ils savaient qu'elle détenait les clés du royaume. S'ils me défendaient, s'ils élevaient la voix ne serait-ce qu'une seule fois pour protéger leur fils, elle les déshériterait sans la moindre hésitation. Mon père me prenait souvent à part après les dîners de famille, refusant de me regarder dans les yeux, pour me dire de faire profil bas et de la boucler. Il répétait qu'elle était vieille et qu'elle finirait par s'adoucir avec le temps. Il me rappelait constamment que le colossal pactole de l'héritage, le gain final, rendrait toute cette souffrance rentable à la fin. Il échangeait activement la santé mentale et la dignité fondamentale de son enfant contre un chèque futur qui n'était même pas garanti. Finalement, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux. J'ai érigé une forteresse impénétrable autour de mes émotions. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires comme major de ma promotion, il n'y a eu aucune fête de célébration. Madeleine n'est pas venue à la cérémonie. Elle a dit à ma mère que les réussites scolaires n'effaçaient pas magiquement les circonstances honteuses de ma naissance. Quand est venu le temps des études supérieures, Madeleine a financé l'intégralité des comptes d'épargne-études colossaux pour mes 6 cousins. Ils sont allés dans des universités privées prestigieuses et hors de prix à travers le pays. Maxime a passé ses 4 années à faire la fête de façon effrénée, à démolir 2 voitures différentes et à rater la moitié de ses cours tout en changeant de filière 3 fois. Chloé a choisi l'histoire de l'art, a abandonné 2 fois et a passé ses week-ends à s'envoler pour Miami et Aspen avec la carte de crédit Black de Madeleine. De mon côté, je n'ai absolument rien reçu. Pas un seul centime pour les livres, les frais d'inscription ou la nourriture. J'ai travaillé de longues nuits à empiler de lourdes caisses dans une épicerie et fait des services le week-end comme serveur juste pour pouvoir me payer un programme d'études en soins infirmiers. Quand j'ai finalement été admis dans une école d'infirmiers hautement sélective grâce à une bourse d'études partielle au mérite, Madeleine a ouvertement ricané à la nouvelle. Elle s'est assise dans son salon immaculé en buvant un thé Earl Grey et a dit à ma mère que j'essayais de vivre bien au-dessus de ma condition naturelle. Elle a affirmé que le métier d'infirmier n'était au fond qu'un travail de domestique glorifié, ce qui correspondait parfaitement à quelqu'un issu de mon milieu douteux. Je n'ai pas cherché à débattre. J'ai canalisé chaque once de ma rage, de mon humiliation et de mon sentiment d'abandon dans mes lourds manuels d'études. J'ai étudié jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je suis devenu infirmier diplômé d'État. J'ai construit une vie stable et indépendante, entièrement par mes propres moyens. J'ai loué un appartement un peu plus décent.
J'ai acheté une Honda d'occasion fiable. Je n'ai rien demandé à ma famille. Pas $1, pas un service, pas une recommandation. Je pensais avoir enfin échappé à la force gravitationnelle de l'orbite toxique de Madeleine. Je pensais être libre de vivre ma propre vie. Puis est arrivé le coup de téléphone qui a radicalement changé la trajectoire de mon existence tout entière. J'avais 28 ans. C'était un mardi soir pluvieux et je terminais tout juste une garde exténuante et sanglante de 12 heures au service des urgences traumatologiques de l'hôpital. Ma mère m'a appelé sur mon téléphone portable, en proie à une panique totale. Madeleine venait d'être victime d'un accident vasculaire cérébral massif et débilitant. Soudain, l'intouchable matriarche qui contrôlait tout le monde et régissait tout d'une main de fer se retrouvait clouée au lit, partiellement paralysée du côté gauche et entièrement dépendante des autres pour sa survie de base. Vous penseriez naturellement que ses petits-enfants adorés se précipiteraient à son chevet. Vous penseriez que Maxime et Chloé, dont toute la vie luxueuse avait été financée par cette femme, se battraient pour savoir qui tiendrait sa main dans la chambre d'hôpital. Ils étaient introuvables. Maxime était en vacances prolongées de grand luxe à Cabo San Lucas et a envoyé un texto à ma mère pour dire que modifier ses billets d'avion en première classe serait trop stressant pour son bien-être mental. Chloé a déclaré que l'environnement hospitalier lui provoquait de sévères angoisses et qu'elle devait se concentrer sur son parcours de bien-être personnel. L'oncle Bernard et la tante Valérie ont affirmé que leurs obligations professionnelles et leur tournoi de golf caritatif à venir étaient tout simplement trop exigeants pour leur permettre de prodiguer des soins au quotidien. Ma mère m'a appelé en sanglotant et en me suppliant au combiné. Elle disait qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir les soins à domicile privé 24 heures sur 24 que Madeleine exigeait, et que Madeleine refusait catégoriquement d'être placée dans un centre de rééducation publique. J'étais infirmier diplômé. J'avais la formation médicale requise. J'étais la seule option viable. Je n'ai pas fait mes valises et pris la route pour ce manoir par amour. Je ne l'ai pas fait par désir de réconciliation familiale ou de pardon. J'y suis allé par un sentiment sombre et pesant de devoir professionnel, et peut-être poussé par un désir obscur et tordu de regarder de haut cette femme puissante qui m'avait regardé de haut toute ma vie. J'ai bouclé ma valise et me suis installé dans la petite chambre d'amis du manoir. La véritable tempête ne faisait que commencer, et absolument personne n'a vu les nuages sombres s'accumuler à l'horizon. Prendre soin de Madeleine au lendemain immédiat de son grave AVC a été un enfer psychologique épuisant et très particulier. Son corps physique était profondément affaibli, mais sa personnalité venimeuse et maladivement dominatrice demeurait totalement, effroyablement intacte. Son élocution était légèrement altérée par la paralysie faciale, mais elle parvenait toujours à articuler ses insultes, ses ordres et ses plaintes avec une précision chirurgicale et cinglante. Je passais mes longues journées éreintantes à gérer ses horaires complexes de prise de médicaments, à surveiller sa tension artérielle fluctuante, à vider ses bassins et à lui donner le régime mixé et insipide que les médecins avaient rigoureusement prescrit. Je m'asseyais sur la chaise inconfortable près de son lit médicalisé réglable, lui donnant patiemment une cuillerée de purée de carottes pendant que mon téléphone ne cessait de vibrer dans ma poche. C'étaient des notifications Instagram et Facebook. Maxime publiait des photos en haute définition de lui-même tenant d'immenses cocktails coûteux sur un yacht loué au Mexique, se plaignant en légende que la brise marine décoiffait ses cheveux. Chloé publiait des vidéos d'1 heure où elle déballait de nouvelles chaussures de créateur et des bracelets en diamant qu'elle venait d'acheter aux frais de la famille. Les petits-enfants d'or et bien-aimés dépensaient frénétiquement l'argent de Madeleine tandis que le petit-fils bâtard et méprisé essuyait la bave sur son menton et surveillait son niveau d'oxygène. Un mardi après-midi tranquille, j'ai eu un besoin urgent de localiser les documents de la police d'assurance maladie complémentaire de Madeleine pour planifier une séance spécialisée de kinésithérapie à domicile. Elle dormait profondément, lourdement sédatée par ses analgésiques de l'après-midi. J'ai appelé ma mère, qui m'a dit que les dossiers médicaux et d'assurance étaient habituellement conservés dans un grand coffre-fort métallique lourd, dissimulé derrière un faux panneau de chêne dans le bureau privé de Madeleine. Ma mère m'a donné la combinaison à 6 chiffres par téléphone. Je suis entré dans le bureau lambrissé de bois sombre. Cela sentait les cigares coûteux, le cuir ancien et des décennies de richesse accumulée. J'ai trouvé le panneau secret exactement là où ma mère m'avait dit qu'il serait. Je l'ai fait glisser et j'ai composé la combinaison sur le lourd cadran en acier. Le coffre s'est ouvert avec un déclic lourd et satisfaisant. L'intérieur était méticuleusement organisé. Il était rempli d'épais dossiers contenant des titres de propriété, des certificats d'action, des relevés bancaires et des contrats juridiques s'étalant sur plusieurs décennies. J'ai soigneusement feuilleté les documents épais, cherchant le dossier spécifique marqué au nom de sa compagnie d'assurance.
Tout au fond de l'étagère inférieure, fermement calée sous une épaisse pile de vieilles déclarations d'impôts de la fin des années 1990, ma main a effleuré quelque chose de différent. C'était une enveloppe en papier craft, épaisse et lourde. Elle ne portait pas d'étiquette proprement dactylographiée comme le reste des dossiers. Elle avait l'air ancienne. Les bords étaient usés et légèrement jaunis, et le rabat était scellé par un épais ruban adhésif d'emballage transparent. Une sensation viscérale au fond de mes tripes m'a dicté de l'ouvrir. C'était peut-être de la pure curiosité humaine. C'était peut-être un instinct forgé par des années de survie dans cette maison de secrets et de mensonges. J'ai saisi un coupe-papier en laiton pointu sur le massif bureau en acajou et j'ai soigneusement tranché le ruban épais. J'en ai sorti une épaisse liasse de rapports d'analyse de laboratoire médical. Ils étaient datés d'il y a exactement 20 ans. L'entête officielle en relief au sommet de chaque page appartenait à un laboratoire d'analyse génétique privé très haut de gamme et extrêmement coûteux, situé dans un tout autre état. J'ai froncé les sourcils, parcourant le jargon technique complexe, les tableaux d'allèles et les pourcentages de probabilité jusqu'à ce que j'atteigne les pages de synthèse rédigées en langage clair, agrafées tout à l'arrière de chaque rapport individuel. Mon cœur s'est complètement arrêté de battre dans ma poitrine. L'air dans le bureau silencieux a semblé s'évaporer instantanément, me laissant le souffle coupé. J'ai agrippé le bord tranchant du bureau en acajou si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc d'albâtre, essayant désespérément de ne pas m'effondrer tandis que la réalité de ces mots me frappait de plein fouet. Madeleine avait secrètement fait réaliser des tests ADN complets sur l'ensemble de la famille 2 décennies plus tôt. Elle avait dû soupçonner des infidélités dès le départ. Elle avait dû engager de coûteux détectives privés pour collecter furtivement des follicules pileux, des écouvillons de salive ou tout ce dont ils avaient besoin auprès de chaque enfant et petit-enfant de cette maison, entièrement dans leur dos. Je me suis forcé à lire le premier rapport de synthèse. Il concernait mon oncle Bernard, l'homme qui adorait se moquer de mes vêtements de friperie. Le rapport concluait avec une certitude médicale de 99,9% que Bernard n'avait strictement aucun lien biologique avec Madeleine. Il était le produit direct d'une liaison que mon grand-père avait eue avec une autre femme avant de mourir. Madeleine avait élevé l'enfant illégitime de son mari, souri pour les photos et gardé ce secret explosif toute sa vie dans le seul but de préserver le rang social immaculé de la famille. J'ai tourné la page suivante de mes doigts tremblants. Tante Valérie. Les documents joints à son profil n'étaient pas de simples tests ADN, il s'agissait de registres d'adoption d'état scellés et lourdement caviardés. Valérie n'était pas non plus la fille biologique de Madeleine. Elle avait été adoptée à la naissance, une réalité monumentale qui avait manifestement été cachée à Valérie elle-même durant toute son existence. Mes mains tremblaient violemment à présent. J'ai accidentellement lâché la lourde enveloppe, et le reste des papiers s'est répandu, s'éparpillant en désordre sur la surface cirée du bureau. Je me suis précipité pour les rassembler, mes yeux balayant frénétiquement les noms imprimés sur les rapports de laboratoire. Maxime, 0% de correspondance biologique avec la lignée familiale. Chloé, 0% de correspondance biologique. Les 4 autres cousins, tous testés, tous récapitulés, 0% de correspondance biologique. Les dossiers génétiques complets prouvaient au-delà de l'ombre d'un doute que la femme de l'oncle Bernard avait entretenu de multiples liaisons tout au long de leur mariage. Ces enfants n'étaient pas ceux de Bernard. Ils n'étaient pas les petits-enfants de Madeleine. Les enfants de tante Valérie n'avaient pas non plus de lien génétique avec la lignée. Toute cette famille, cette dynastie intouchable d'opulence et de privilèges, était une illusion fabriquée de toutes pièces, bâtie sur un fondement d'infidélité et de mensonges. J'ai fouillé frénétiquement dans la pile et j'ai trouvé la dernière page. Mon père, Thomas, correspondance biologique. Il était le seul véritable enfant biologique de Madeleine. Et puis, directement sous son dossier, se trouvait le mien, Alexandre, correspondance biologique. J'ai fixé l'encre noire sur le papier blanc jusqu'à ce que les lettres se brouillent et dansent devant mes yeux. J'étais le seul. Sur 6 cousins choyés et outrageusement fortunés, sur des oncles et tantes qui paradaient dans cette ville comme des membres intouchables de la royauté, j'étais le seul véritable petit-fils biologique que Madeleine avait en ce bas monde. La femme qui m'avait impitoyablement torturé pendant près de 30 ans pour avoir été conçue 3 mois avant un mariage avait délibérément dépensé des centaines de milliers de dollars pour des petits-enfants qui étaient de parfaits étrangers génétiques pour sa lignée. Elle avait traité son unique véritable petit-fils comme un déchet absolu, le forçant à manger près d'une poubelle et lui tendant des tickets de bus tout en finançant activement le train de vie fastueux et destructeur de parfaits imposteurs. Un bourdonnement aigu a commencé à retentir dans mes oreilles.
Je me suis assis lourdement dans le grand fauteuil de bureau en cuir de Madeleine. L'ampleur de la trahison était si démesurée, si incroyablement profonde et perverse, que j'avais l'impression que les murs de la maison se refermaient physiquement sur moi, m'étouffant la poitrine. Elle savait. Les dates clairement imprimées sur les dossiers de laboratoire prouvaient qu'elle savait tout depuis 20 ans. Lorsqu'elle avait acheté cette Porsche de collection à Maxime en souriant pour les photos, elle savait qu'il n'était pas son petit-fils. Lorsqu'elle m'avait tendu un billet de 5 $ en me traitant de bâtard et en me regardant grelotter dans un appartement glacial, elle savait que j'étais son seul et unique sang. Pourquoi? Pourquoi un être humain ferait-il une chose pareille? Son obsession à punir le péché prénuptial de mes parents était-elle psychotique au point de primer sur son propre sang? J'ai plié les papiers avec des gestes lents, précis, mécaniques. Je les ai reglissés dans l'enveloppe Kraft. J'ai sorti mon téléphone portable, allumé le flash et pris des photographies en haute résolution et d'une clarté parfaite de chaque page, de chaque signature, de chaque tableau génétique. Je les ai téléversés en lieu sûr sur un espace de stockage en ligne. Puis j'ai replacé l'enveloppe dans le coffre-fort, exactement là où je l'avais trouvée, sous les déclarations d'impôts, et j'ai reverrouillé la lourde porte en acier. Je suis sorti du bureau, j'ai remonté le long couloir et je suis retourné dans la chambre de Madeleine. Elle était réveillée à présent. Elle m'a regardé de ses yeux froids, perçants et exigeants. Elle a pointé avec autorité un doigt tremblant vers sa carafe d'eau, réclamant un verre. J'ai pris la carafe en cristal. J'ai versé l'eau lentement. Je lui ai tendu le verre en veillant à ne pas en renverser une seule goutte. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas jeté le verre contre le mur. Je n'ai pas exigé d'explication. J'ai baissé les yeux vers cette femme frêle, méchante et profondément malade, et un sentiment totalement nouveau, incroyablement puissant, a submergé tout mon être. Je n'étais plus la victime dans cette maison. J'étais le bourreau, et j'avais simplement besoin d'attendre patiemment le moment idéal pour faire tomber la lame sur chacun de leurs coups. Pendant les 2 mois épuisants qui ont suivi cette découverte bouleversante dans le coffre-fort, j'ai joué le jeu psychologique le plus dangereux et le plus calculé de toute mon existence. Je suis devenu l'acteur parfait. J'ai poursuivi mes tâches quotidiennes de soignant principal auprès de Madeleine avec une précision absolue et sans faille. Je l'ai conduite à chaque rendez-vous médical. J'ai géré ses éprouvantes séances de kinésithérapie sans une seule plainte. Je veillais à ce que ses oreillers soient gonflés exactement comme elle l'aimait et que son thé de l'après-midi infuse à la température exacte qu'elle exigeait. Chaque fois qu'elle me lançait une remarque cruelle, passive-agressive, sur mes vêtements bon marché, mon absence de partenaire sentimental ou mon choix de carrière modeste, je me contentais de sourire. C'était un sourire sincère, chaleureux, ce qui la déstabilisait profondément. Je souriais parce que chaque insulte qu'elle me crachait au visage ne faisait qu'ajouter une brique de plus au mur massif sous lequel j'allais finir par l'écraser. Je portais le savoir explosif de ces tests ADN dans ma poitrine comme une arme chargée et armée, et le poids de ce secret m'apportait une paix sans précédent. Mon silence était mon arme ultime, et je l'aiguisais chaque jour. J'ai vu Maxime rentrer enfin de Cabo San Lucas, affichant un bronzage soigné et hors de prix, se plaignant bruyamment dans le salon de la fatigue causée par les rigueurs des voyages internationaux en première classe. Il est entré dans la maison, m'a à peine accordé un regard, a embrassé Madeleine sur sa joue non paralysée et a immédiatement demandé si elle pouvait augmenter son allocation mensuelle de subsistance. Il prétendait que l'inflation rendait son train de vie luxueux, ses dîners coûteux et l'entretien de ses voitures de sport difficiles à assumer. Je me tenais discrètement dans un coin de la pièce, serrant le dossier médical de Madeleine contre ma poitrine, et je l'ai regardé signer lentement un chèque astronomique pour lui. J'avais une envie folle d'éclater de rire. Je voulais attraper Maxime par le col de sa chemise en soie italienne importée, le traîner jusqu'au coffre-fort et lui hurler la vérité absolue en plein visage. Mais je me suis retenu, me mordant l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang. Une explosion prématurée gâcherait les dommages collatéraux. J'avais besoin d'un impact dévastateur maximal. J'avais besoin d'un public. J'avais besoin de toute la famille réunie dans une seule pièce lorsque la bombe exploserait. Au fil des semaines, Madeleine a récupéré une grande partie de son élocution et une fraction de sa mobilité. C'était une force de la nature obstinée et terrifiante, qui refusait que son corps s'arrête complètement. Un soir tranquille de la fin de l'automne, après que j'ai fini de prendre sa tension artérielle et d'enregistrer les chiffres dans son carnet de suivi, elle s'est redressée sur son lit médicalisé et m'a regardé fixement. Elle m'a dit, d'une voix suintant la condescendance,
que j'avais fait un travail convenable pour la maintenir en vie et en état de fonctionner. C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'elle m'ait jamais adressé en 29 ans. Puis ses lèvres minces se sont courbées en ce rictus familier et effrayant que je connaissais si bien. Elle a annoncé que le fait d'avoir affronté sa propre mortalité dans ce lit d'hôpital lui avait fait réaliser qu'il était enfin temps de régler définitivement ses affaires temporelles complexes. Elle allait mettre à jour officiellement son testament et ses dernières volontés, et elle exigeait que toute la famille soit présente pour la lecture officielle ce samedi après-midi même. Elle m'a scruté attentivement, les yeux rétrécis, tentant activement de lire ma réaction émotionnelle. Elle m'a demandé, sur un ton moqueur, presque joueur, si je pensais que la famille serait surprise par ses décisions finales concernant la succession. J'ai plongé mon regard droit dans ses yeux sombres et calculateurs. Je n'ai pas scié. J'ai gardé une voix parfaitement posée, totalement professionnelle et dénuée de la moindre émotion. Je lui ai dit que je n'avais absolument aucune idée de ce qu'elle comptait faire de son argent, mais que j'étais absolument certain que chacun dans cette famille recevrait exactement ce qu'il méritait. Elle a ricané. C'était un son sec, un raclement rauque au fond de sa poitrine. Elle n'avait absolument pas idée à quel point mes paroles étaient effroyablement vraies. Le reste de la semaine précédant le samedi a été un modèle de tension étouffante. La conversation de groupe familial, dont je faisais techniquement partie sans jamais y intervenir, a explosé sans interruption. Mes cousins s'envoyaient des textos avec excitation, salivant presque, faisant des paris informels sur qui obtiendrait les maisons de vacances en bord de mer, qui aurait les voitures de collection et qui prendrait la tête des immenses portefeuilles d'investissement. Chloé parlait d'acheter enfin un appartement de plusieurs millions de dollars à New York. Maxime envoyait des liens vers des brochures de yachts de luxe. Ils étaient en train de se partager l'empire avant même que la reine ne soit morte. Le samedi matin est arrivé, gris, froid et chargé de la promesse d'une tempête de pluie imminente. Je me suis réveillé tôt dans la petite chambre d'amis, j'ai enfilé un costume sombre, simple et propre, acheté en prêt-à-porter, et je suis descendu préparer la maison pour l'événement. J'ai préparé 2 grandes cafetières de café haut de gamme. J'ai disposé les lourdes chaises en acajou dans la grande salle à manger. J'ai placé un bloc-notes juridique neuf et un stylo en argent au bout de la table pour l'avocate spécialiste des successions. À 11 heures précises du matin, le défilé des véhicules de luxe a commencé à s'engager dans la longue allée circulaire. L'oncle Bernard et la tante Valérie sont arrivés les premiers, descendant d'une Mercedes flambant neuve, vêtue d'habits de deuil sombres et incroyablement coûteux, comme si Madeleine était déjà dans un cercueil. Chloé a franchi les grandes portes d'entrée vêtue d'une robe noire de créateur qui coûtait facilement plus cher que ma fidèle Honda Civic. Maxime est entré d'un pas conquérant quelques minutes plus tard, faisant tourner bruyamment les clés de sa Porsche autour de son index, observant le grand hall d'entrée comme s'il possédait déjà les murs qu'il traversait. Mes parents sont arrivés les derniers. Ils avaient l'air pâles et intensément nerveux, traînant les pieds dans la grande demeure la tête baissée, évitant le regard de tout le monde. Ils ont rapidement pris place vers le milieu de la longue table en acajou ciré, se tassant sur eux-mêmes. Je suis entré discrètement dans la pièce et j'ai pris place. Je n'ai pas tenté de m'asseoir à la grande table avec les autres. J'ai délibérément approché une petite chaise d'appoint pour la placer juste à côté de la porte battante de la cuisine. Exactement le même endroit, exactement les mêmes ombres que j'avais occupées à chaque Thanksgiving et à chaque Noël depuis ma plus tendre enfance, le fantôme de la famille attendant dans les coulisses. Chloé m'a regardé assis près de la porte, a levé ses yeux lourdement fardés au ciel et a chuchoté quelque chose derrière sa main à Maxime. Ils m'ont tous deux regardé et ont ricané doucement. Riez tant que vous voulez, me suis-je dit, sentant mon cœur battre à un rythme lent et régulier dans ma poitrine. Profitez bien de ces dernières minutes éphémères de votre fausse royauté. À 11h30 précises, les lourdes doubles portes en chêne de la salle à manger se sont ouvertes. Une femme vêtue d'un tailleur gris impeccablement ajusté est entrée, portant une épaisse mallette en cuir verrouillé. Elle s'appelait Maître Laurence, l'avocate historique de Madeleine pour les successions, les fiducies et les affaires corporatives. Maître Laurence était une femme extrêmement impressionnante. Elle ne s'embarrassait pas d'émotions humaines, de larmes ou de drames familiaux, elle traitait avec des contrats en béton armé, des lois contraignantes et des réalités brutales et incontournables. Maître Laurence a marché d'un pas résolu jusqu'au bout de la table. Elle a ouvert sa mallette. Le clic métallique net a résonné bruyamment dans la pièce totalement silencieuse. Elle a sorti une pile massive d'épais documents juridiques et les a posés avec un bruit lourd. Elle a balayé la pièce du regard, jaugeant les visages avides, ses yeux s'attardant sur moi dans mon coin pendant une fraction de seconde avant de se tourner vers Madeleine.
Madeleine était assise à l'autre extrémité de la table dans son fauteuil roulant motorisé spécialisé, semblable à une araignée installée au centre de sa toile. Madeleine a fait un signe de tête lent et délibéré. Le piège était enfin amorcé. La tempête était arrivée. Maître Laurence s'est raclé la gorge, a ajusté ses lunettes à monture argentée et a commencé la lecture des dernières volontés et du testament de Madeleine. La grande salle à manger était si incroyablement silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur résonner contre mes côtes, égrenant les secondes avant l'explosion. Maître Laurence se tenait à la tête de l'immense table en acajou, sa présence imposant une autorité absolue. Elle ne souriait pas. Elle n'a offert aucune condoléance chaleureuse ou réconfortante concernant la disparition prochaine de notre matriarche. Elle ne s'est pas non plus prêtée au bavardage superficiel et hypocrite dont ma famille raffolait tant. Elle s'est contentée de déverrouiller son épaisse mallette en cuir. Le clic métallique et sec a résonné avec force à travers la grande salle à manger, rappelant presque le marteau d'un juge réclamant l'ordre dans une salle d'audience agitée. Elle a plongé la main à l'intérieur pour en sortir l'épais classeur juridique relié qui contenait les décisions finales et absolues de ma grand-mère, Madeleine. La pièce était si silencieuse que l'on pouvait entendre distinctement le lourd balancier en laiton de l'horloge comptoise antique faire son tic-tac dans le couloir principal. J'étais assis sur ma petite chaise en bois inconfortable près de la porte battante de la cuisine, les mains posées bien à plat sur mes genoux. J'étais parfaitement positionné pour observer le visage de chaque personne présente. Je voulais graver cet instant précis dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Maître Laurence a ajusté ses lunettes argentées, faisant glisser son index manucuré le long du parchemin épais et crème du document juridique. Elle a commencé par les legs financiers mineurs. Elle a égrené la liste des donations caritatives avec l'efficacité froide et calculatrice d'une machine traitant des données, 5 000 $ à l'église conservatrice locale où Madeleine avait passé des décennies à juger ses voisins. 10 000 $ à un refuge pour animaux haut de gamme qui sauvait exclusivement des chiens de pure race, 20 000 $ divisés à parts égales entre 3 fondations différentes de recherche contre le cancer très médiatisées. Tandis que Maître Laurence lisait ses premiers montants, mes oncles et tantes s'agitaient inconfortablement sur leurs lourdes chaises en bois capitonnées de velours. L'oncle Bernard ne cessait de consulter avec insistance sa coûteuse Rolex en or, poussant de discrets et lourds soupirs. Il avait visiblement hâte d'en finir avec les œuvres de bienfaisance pour passer aux véritables annonces concernant le gigantesque patrimoine immobilier commercial et les millions de liquidités. Tante Valérie s'est versé un verre d'eau depuis la lourde carafe en cristal au centre de la table et l'a bu bien trop vite, les mains tremblant légèrement sous l'effet d'une impatience à peine contenue. Les cousins dorés commençaient à s'agiter énormément, chuchotant avec excitation derrière leurs mains et jetant constamment des regards vers Madeleine, qui restait assise à l'autre bout de la table avec une expression parfaitement vide et indéchiffrable, figée sur son visage à demi paralysé. Puis Maître Laurence a tourné lentement une page épaisse. Le froissement sec du papier dense a claqué comme un coup de feu dans la pièce silencieuse et saturée de tension. Elle a baissé les yeux vers le document, a marqué une pause d'une fraction de seconde et a annoncé la toute première attribution majeure de biens. Elle a déclaré d'une voix claire et retentissante que ma cousine Chloé recevrait officiellement l'intégralité de la collection de bijoux anciens de Madeleine. Maître Laurence ne s'est pas contentée d'un simple résumé, elle a énuméré les pièces de grande valeur une par une. Le collier rivière de diamants estimé à 150 000 $. La bague en émeraude sans défaut sertie de platine. Les lourds bracelets en or massif et les pendants d'oreilles anciens en saphir. La collection était officiellement estimée à environ 300 000 $. Chloé a poussé un cri aigu qui m'a vrillé les tympans. Elle a bondi de sa lourde chaise et a serré Maxime dans ses bras si fort qu'elle a failli le faire tomber. Elle parlait déjà à tue-tête, ignorant totalement les règles élémentaires de bienséance, se vantant des pièces précises qu'elle porterait à sa somptueuse fête d'anniversaire à venir et de celles qu'elle irait immédiatement déposer dans un coffre-fort sécurisé à sa banque. Maxime lui a tapoté le dos avec un large sourire, lui affirmant qu'elle méritait absolument chaque carat. Madeleine a fait un signe de tête lent, à peine perceptible, agissant exactement comme une reine antique et bienveillante couvrant son fidèle sujet préféré d'or royal. Je suis resté assis sans un bruit près de la porte de la cuisine, le visage totalement neutre. J'ai pensé à cette enveloppe blanche déchirée contenant le billet taché de 5 $ que j'avais reçu pour mes 16 ans. Qu'elle prenne ces cailloux brillants, me suis-je dit. La véritable avalanche arrivait. Maître Laurence s'est raclé la gorge avec insistance pour reprendre le contrôle de la pièce et a poursuivi sa lecture. Le nom suivant sur le document juridique était celui de Maxime. La pièce tout entière a retenu son souffle, chacun se penchant en avant sur sa chaise.
Maître Laurence a annoncé que Maxime recevrait officiellement les titres de propriété libre de tout droit de l'ensemble de la collection de voitures de collection. Cela incluait la Mustang 1967 entièrement restaurée en parfait état, une Corvette 1972 immaculée qui avait passé des décennies dans un garage climatisé, et les clés d'une Rolls-Royce de luxe sur mesure récemment achetée, que Madeleine avait apparemment acquise quelques mois seulement avant son grave AVC. La valeur financière totale de ces véhicules était absolument colossale, dépassant facilement les 6 chiffres. Maxime a brandi violemment le poing en l'air et a poussé un cri de victoire tonitruant et odieux. Il souriait si largement que je pouvais voir toutes ses dents parfaitement blanches, lourdement rectifiées par l'orthodontie. Il a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à se vanter auprès de Chloé qu'il allait immédiatement vendre la Corvette pour financer intégralement un voyage de grand luxe de 3 mois à travers l'Europe, tout en gardant la Rolls-Royce pour ses déplacements quotidiens en ville. Madeleine l'a regardé, les yeux perçants, et a forcé sa bouche partiellement paralysée à articuler des mots. Elle lui a dit, d'une voix légèrement pâteuse mais autoritaire, de prendre un soin exceptionnel de la Mustang parce que c'était le véhicule préféré absolu de son grand-père. Maxime lui a promis qu'il le ferait, la remerciant abondamment et proclamant à voix haute qu'il était le petit-fils le plus chanceux de la terre. Le sentiment de droit absolu et pur qui émanait de ses pores était physiquement étouffant. Il croyait sincèrement, au plus profond de son être, qu'il méritait naturellement chaque morceau de ce métal hors de prix simplement pour le fait d'exister. Puis est venu le tour de l'ancienne génération. L'oncle Bernard et la tante Valérie se sont penchés en avant, vibrant littéralement de cupidité. Maître Laurence a annoncé que Bernard recevrait le contrôle total et la pleine propriété du principal portefeuille d'investissement de Madeleine. Elle a lu les montants financiers précis à voix haute afin que chacun puisse mesurer l'ampleur exacte de cette fortune. Le portefeuille contenait une sélection rigoureusement gérée et hautement diversifiée d'actions de premier ordre, d'obligations municipales non imposables et de fonds communs de placement à forte croissance, évalués à environ 600 000 $. Bernard s'est littéralement levé de sa chaise, manquant de renverser le lourd meuble vers l'arrière dans son explosion d'enthousiasme. Il a rapidement contourné la massive table en acajou, s'est penché et a serré Madeleine très fort contre ses épaules frêles. Il lui a dit qu'elle était la mère la plus formidable et la plus généreuse du monde entier. Il lui a promis, des larmes de joie perlant dans ses yeux, qu'il gérerait ses investissements avec une infinie précaution, en consultant ses conseillers financiers pour faire fructifier cette immense richesse au profit de la génération suivante de la famille. Immédiatement après cela, tante Valérie a reçu l'acte de propriété en règle de la résidence de vacances en bord de mer en Floride, une vaste demeure estimée à plus de 400 000 $. Elle s'est mise à pleurer de manière incontrôlable, là, sur place, à la table de la salle à manger. Elle a tamponné son maquillage qui coulait avec un délicat mouchoir en dentelle, louant à haute voix la générosité infinie et sans égale de Madeleine et évoquant les vacances en famille qu'ils y passeraient tous l'été prochain. Les 4 autres cousins, qui s'étaient tenus tranquilles en retrait, ont reçu chacun un virement forfaitaire de 25 000 $, ainsi que divers objets anciens de valeur expertisés et des peintures à l'huile originale. Ils ont souri poliment et ont formulé des remerciements forcés. Mais depuis mon poste d'observation près de la porte de la cuisine, je voyais clairement la déception amère et cuisante qui traversait leur visage. Ils avaient grandi en voyant Madeleine distribuer d'immenses chèques pour leurs fonds d'études comme des bonbons, et ils s'attendaient manifestement à un héritage à 6 chiffres pour rembourser leurs dettes et financer leur train de vie. Ils ont échangé des sourires crispés et contraints, tentant désespérément de dissimuler leur jalousie féroce envers Maxime et Chloé. Enfin, Maître Laurence a baissé les yeux vers la page suivante de l'épais document. Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration et a appelé les noms de mes parents, Thomas et Éléonore. Mon père s'est redressé de tout son long, les épaules raides et tendues. Ma mère serrait son petit sac à main en cuir si fort sur ses genoux que ses phalanges étaient devenues d'un blanc spectral. Maître Laurence a annoncé, d'une voix totalement dénuée d'émotion, que mes parents recevraient une somme forfaitaire conjointe d'un montant exact de 50 000 $. Ainsi que la table de salle à manger ancienne de la chambre d'amis inutilisée et l'horloge comptoise se trouvant actuellement dans le couloir. Le silence qui a immédiatement suivi cette annonce a été physiquement douloureux. 50 000 $, c'était de la menue monnaie comparée aux fortunes colossales que les imposteurs venaient de recevoir. Ces meubles d'occasion sonnaient comme une insulte délibérée, calculée et d'une cruauté inouïe, un rappel matériel et indéniable qu'ils étaient à peine considérés comme des membres légitimes de cette famille. Le visage de mon père s'est entièrement crispé, virant à une teinte rouge sombre et menaçante. Il a essayé de forcer un sourire poli et reconnaissant, mais sa mâchoire était serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient voler en éclats sous la pression. Ma mère a glissé sa main sous la table pour attraper la sienne,
les yeux résolument fixés sur ses genoux. Ils ont tous deux acquiescé d'un signe de tête rigide et ont discrètement remercié Madeleine d'une voix étranglée et profondément humiliée. Personne d'autre à la table n'a même semblé remarquer ou se soucier de cette disparité criante et monumentale. L'oncle Bernard était bien trop occupé à sourire devant son téléphone, probablement déjà en train de se connecter à ses comptes de courtage. Chloé tendait ses poignets nus sous la lumière du lustre, s'imaginant déjà les bracelets de diamants scintillant sur sa peau. Maxime envoyait frénétiquement des textos, demandant sans doute des devis d'assurance pour la Rolls-Royce. Mes parents étaient totalement habitués à ce traitement brutal. Ils avaient l'habitude d'être les laissés pour compte, habitués à être punis publiquement pour une ancienne erreur présumée. Ils ont ravalé leur fierté et ont accepté les miettes. Maître Laurence s'est interrompue à nouveau. Elle a tourné lentement la dernière page, la plus épaisse, des dernières volontés et du testament. Elle a levé les yeux des documents juridiques et, pour la toute première fois depuis son entrée dans la maison, elle m'a regardé directement. La pièce tout entière est devenue d'un calme absolu, déroutant. Chaque tête s'est tournée simultanément pour me fixer, assis sur ma chaise bon marché et grinçante près de la porte de la cuisine. Je sentais physiquement leur regard me brûler la peau. Je pouvais presque entendre leurs pensées intérieures et arrogantes, se demandant quelle somme symbolique et dérisoire, quel déchet absolu le bâtard de la famille allait recevoir. Maxime arborait un petit sourire en coin mauvais et supérieur, comme s'il s'efforçait de ne pas éclater de rire face à mon humiliation imminente. Chloé me regardait avec une pitié pure, non dissimulée et écœurante. L'oncle Bernard s'est adossé lourdement à sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine, attendant avec délectation la chute de la plaisanterie. Mes parents fixaient Maître Laurence, préparant leur corps à encaisser les miettes humiliantes que Madeleine avait décidé de me jeter pour le simple fait d'avoir été conçue hors mariage. Madeleine me regardait droit dans les yeux, elle aussi. Son visage était totalement neutre, illisible et d'un calme terrifiant. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être une éternité absolue. Je n'ai pas fui le regard de la puissante avocate. J'ai gardé une expression parfaitement impassible, les mains totalement immobiles sur mes genoux. J'étais prêt. Maître Laurence a pris une profonde inspiration. Sa voix a retenti, claire et puissante, résonnant nettement contre les boiseries sombres de la pièce. Elle a annoncé que moi, Alexandre, je recevrais officiellement le titre de propriété en règle et libre de toute charge de la résidence principale de Madeleine, l'immense domaine même dans lequel nous étions actuellement assis. La propriété était entièrement payée, sans aucun emprunt hypothécaire, et officiellement estimée à 1,2 million de dollars. Avant même que quiconque puisse assimiler cette information bouleversante, avant qu'une seule personne puisse ouvrir la bouche pour protester, Maître Laurence a légèrement haussé le ton et a continué sa lecture à un rythme soutenu. Elle a indiqué que j'hériterais également des comptes courants principaux de Madeleine et de tous ses comptes d'épargne à haut rendement, pour un total d'environ 800 000 dollars en liquidité pure et sans condition. La pièce a commencé à vibrer physiquement sous le choc. Mais Maître Laurence n'en avait pas encore fini. Elle a porté le coup de grâce définitif. Elle a annoncé que je recevrais également la pleine et entière propriété des biens immobiliers commerciaux restants, qui comprenaient 3 immeubles locatifs de centre-ville hautement rentables et entièrement occupés par des locataires, d'une valeur combinée estimée à environ 1 million de dollars. L'héritage total qui m'était légué, à moi seul et en exclusivité, s'élevait à environ 3 millions de dollars. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que le choc provoqué par l'argent serait le point culminant de l'après-midi. J'avais tellement tort. La grande salle à manger a instantanément basculé dans un chaos furieux et incontrôlable. Maxime a poussé un véritable hurlement. Ce n'était pas un mot, juste un son rauque, viscéral, bestial, d'un pur scandale non filtré, tandis qu'il bondissait de sa lourde chaise avec une telle violence qu'elle est allée s'écraser contre le mur derrière lui. L'oncle Bernard a commencé à crier de toutes ses forces, abattant ses 2 grandes mains à plat sur la table en acajou ciré, faisant trembler violemment et se renverser les verres en cristal remplis d'eau. Chloé s'attrapait la tête, secouant violemment le crâne de droite à gauche, hurlant « Non, non, c'est une blague. C'est une erreur odieuse, encore et encore », sa voix se brisant dans une panique totale. Les 4 autres cousins parlaient et criaient tous en même temps, leur voix s'élevant dans une symphonie chaotique et chevauchante de pure terreur. Mes parents restaient absolument pétrifiés sur leur chaise. Ils me fixaient, la bouche grande ouverte dans un état de choc total et paralysant. Mon père avait l'air de venir d'être frappé par la foudre. « C'est de la folie », a hurlé Maxime, son visage prenant une teinte violacée et dangereuse.
Il a pointé un doigt menaçant et tremblant directement vers ma poitrine depuis l'autre bout de la table. Il ne mérite pas un seul satané centime. C'est un bâtard. Il ne fait même pas réellement partie de cette famille. C'est mon argent. J'appelle mon avocat d'affaires immédiatement. L'ensemble de ce document juridique est une fraude monumentale, a braillé l'oncle Bernard en tirant frénétiquement son smartphone coûteux de la poche de son costume sur mesure. Ses mains tremblaient si violemment qu'il a laissé tomber le téléphone sur la table. Cela ne tiendra devant aucun tribunal des successions de cet État. Il y a ici une preuve flagrante et indéniable d'abus de faiblesse. Il a manipulé une femme âgée, malade et vulnérable pendant qu'il s'occupait d'elle. C'est de la maltraitance sur personne vulnérable. Le vacarme était tout simplement assourdissant. Une clameur assourdissante de privilèges brisés. Tout le monde hurlait des questions agressives, exigeait des explications immédiates et formulait de véhémentes menaces juridiques en même temps. Cette avidité à l'état pur, cet attachement désespéré à une richesse imméritée était suffocant à observer. Maître Laurence a élevé la voix, tentant de maintenir un contrôle professionnel sur la pièce, mais la famille avait totalement et entièrement perdu la raison. Chloé a marché droit vers le bout de la table, les larmes coulant sur son visage, exigeant de voir physiquement les documents et accusant hystériquement Maître Laurence d'avoir été corrompu par moi. Je suis resté totalement immobile sur ma petite chaise près de la porte de la cuisine. Je ne me suis pas levé pour me défendre. Je n'ai pas répliqué en criant. Je me suis simplement assis dans l'ombre et j'ai regardé ce magnifique chaos tournoyer autour de moi, observant la panique brute et sans phare sur leur visage à mesure que leur empire soigneusement bâti de supériorité et d'opulence imméritée s'effondrait en une poussière sans valeur. J'attendais le bon moment, le moment parfait. Soudain, Madeleine a levé la main gauche bien haut dans les airs. Sa main tremblait fortement sous les séquelles de l'AVC, mais le geste était incontestablement dominateur. Chaque personne qui hurlait dans la pièce l'a vu. Les cris ont commencé à faiblir, bribe par douloureuse bribe. Les voix fortes et hargneuses sont redescendues à des murmures rageurs et menaçants, pour finalement laisser place à un silence lourd, étouffant et saturé de tension. Madeleine a lentement promené son regard autour de la grande table, observant ces êtres désespérés qu'elle avait financés, manipulés et contrôlés pendant des décennies. Elle avait sur le visage une expression que je n'avais jamais vue de toute ma vie, c'était une satisfaction pure, absolue et effrayante. Elle savourait intensément cet instant. Elle a forcé ses paroles à sortir, sa voix remarquablement stable, froide et limpide malgré sa condition physique. Elle leur a dit, avec un venin absolu dans le ton, de s'asseoir, de la fermer et d'écouter. Elle a ajouté qu'il restait une information cruciale qu'ils devaient entendre aujourd'hui, et que cela changerait définitivement tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur précieuse lignée d'élite. Maître Laurence a de nouveau plongé la main dans son épaisse mallette en cuir. Elle a laissé de côté les contrats juridiques habituels et en a sorti les vieux dossiers Kraft jaunis et usés. J'ai senti un frisson glacial parcourir violemment ma colonne vertébrale, car je les ai instantanément reconnus, c'étaient exactement les dossiers que j'avais trouvés dissimulés sous les déclarations d'impôts dans le lourd coffre-fort en acier. Maître Laurence a déposé les chemises Kraft sur la table en bois ciré avec un bruit sourd. La pièce était désormais plongée dans un silence de mort. Tout le monde fixait ses bords élimés comme s'il renfermait un engin explosif prêt à détonner. J'ai compris à cet instant précis et terrifiant que Madeleine savait que j'avais découvert les tests ADN. Elle l'avait su depuis le début. Toute cette lecture de testament, la distribution stratégique et insultante des biens mineurs, l'héritage explosif et stupéfiant qui m'était accordé n'était que son ultime jeu psychologique, pervers et psychopathe. Elle avait méticuleusement planifié chaque seconde de cet événement dans le seul but de regarder la famille s'entre-déchirer violemment pour son propre divertissement. Madeleine a repris la parole. Elle a annoncé clairement, sans l'ombre d'une hésitation ni d'un remords, qu'elle avait commandé des tests génétiques ADN complets et d'une précision irréfutable sur chaque enfant et petit-enfant de la famille il y a exactement 20 ans. La pièce est devenue si effroyablement silencieuse que je pouvais distinctement entendre la pluie battante commencer à frapper les grandes baies vitrées de la salle à manger. Elle a expliqué qu'elle soupçonnait de multiples infidélités dans la famille depuis des années et qu'elle avait finalement décidé de payer le prix nécessaire pour découvrir la vérité biologique absolue et incontestable. Le visage de Maxime s'est instantanément vidé de toute couleur. Il s'est effondré lourdement sur sa chaise, la bouche s'ouvrant et se refermant comme celle d'un poisson manquant d'air hors de l'eau. Chloé s'est agrippée au bord de la table en acajou, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant avec force dans le bois précieux. Le téléphone hors de prix de l'oncle Bernard a glissé de sa main moite et tremblante pour aller s'écraser lourdement sur le sol,
l'écran se brisant net. Maître Laurence a ouvert le premier dossier Kraft. Elle a sorti les rapports d'analyse officiels avec leurs en-têtes médicaux prestigieux et les a étalés bien à plat sur la table, là où chacun pouvait voir clairement les graphiques et les tableaux génétiques. Personne n'a bougé le moindre muscle pour les toucher. Il fixait ces feuilles blanches comme si elles étaient imprégnées d'un poison mortel. Madeleine a regardé droit dans les yeux écarquillés et terrifiés de l'oncle Bernard. Elle lui a dit, d'une voix aussi froide et dure que de la glace vive, qu'il n'était pas son fils biologique. Elle lui a révélé devant sa femme et ses enfants que son véritable père était un inconnu avec lequel mon grand-père avait eu une brève liaison sans importance plus de 40 ans auparavant. La pièce a explosé à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas dicté par l'avidité financière, c'était causé par une dévastation absolue et destructrice. Bernard a bondi si vite que sa lourde chaise a basculé vers l'arrière pour s'écraser sur le parquet avec un grand fracas. Il s'est mis à hurler de toutes ses forces qu'elle était une menteuse perverse, que ces documents étaient de grossières contrefaçons, qu'elle inventait des délires psychotiques liés à la démence pour justifier son testament insensé et injuste. Des postillons volaient de sa bouche tandis que son visage virait à un cramoisi dangereux, digne d'une crise d'apoplexie. Sa femme restait totalement pétrifiée sur son siège, ses phalanges d'un blanc crayeux serrant son sac à main de luxe. Elle avait l'air absolument terrifiée, les yeux fuyant nerveusement dans tous les sens. Madeleine a attendu patiemment, un léger sourire aux lèvres, que Bernard soit à bout de souffle. Puis elle a tourné ses yeux perçants et impitoyables vers tante Valérie. Elle lui a expliqué, avec une désinvolture totale, comme si elle parlait de la météo, que Valérie avait été adoptée à la naissance. Madeleine a précisé qu'elle ne lui avait jamais dit la vérité parce qu'elle voulait mener une expérience sociale tout au long de sa vie pour voir si les liens du sang importaient réellement, ou si le simple fait d'élever un enfant dans l'opulence suffisait à forger un lien authentique. Valérie a poussé un sanglot rauque et étouffé, semblable au cri d'un animal blessé. Elle a enfoui son visage dans ses mains et s'est mise à pleurer de façon hystérique, suppliant de comprendre comment sa propre mère avait pu lui mentir chaque jour durant ses 50 années d'existence. Maître Laurence, conservant son détachement professionnel le plus absolu, a sorti la série de documents suivante. Elle a disposé les résumés génétiques des petits-enfants modèles. Madeleine a annoncé d'une voix forte que Maxime, Chloé et les 4 autres cousins n'avaient absolument aucun lien biologique avec la famille, 0%. L'ADN prouvait de manière irréfutable que la femme de l'oncle Bernard avait entretenu de multiples liaisons tout au long de leur mariage, et que les enfants de Valérie n'étaient tout simplement pas issus de cette lignée. La femme de Bernard s'est effondrée en larmes sur place, à table, encerclée par ses preuves médicales et scientifiques incontestables. Elle est passée aux aveux, bruyamment, hystériquement. Elle a admis à travers de lourds sanglots saccadés qu'elle avait eu une liaison avec un coach sportif personnel 15 ans plus tôt. Bernard s'est retourné contre elle comme un chien enragé, lui crachant des insultes atroces, vicieuses et impardonnables. Elle a hurlé en retour, l'accusant d'avoir fait des voyages d'affaires suspects et non justifiés à Miami avec ses jeunes et séduisantes assistantes. Les parents de Chloé ont commencé à se disputer violemment à travers la table, criant à propos de la garde principale et d'avocats de divorce impitoyables. La salle à manger semblait rétrécir à vue d'œil. Les gens se levaient, faisaient les 100 pas frénétiquement, pleuraient et pointaient des doigts accusateurs. Toute la structure familiale, cette dynastie arrogante et intouchable de richesse et de supériorité morale sur laquelle ils avaient bâti l'intégralité de leur identité, s'effondrait activement et violemment en un tas de cendres d'infidélité, de décennies de mensonges et de froide réalité génétique. Je me suis enfin levé de ma petite chaise près de la porte de la cuisine. Mes jambes tremblaient légèrement sous l'effet d'une décharge massive d'adrénaline, mais j'ai verrouillé mes genoux et me suis tenu parfaitement droit. J'ai regardé Madeleine droit dans les yeux à travers cette pièce chaotique et hurlante. Je lui ai posé une seule question qui me brûlait les lèvres. Ma voix a tranché net à travers les hurlements, posée, grave et forte. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait intentionnellement et systématiquement torturé pendant 29 ans, me forçant à manger près de la poubelle, me tendant des tickets de bus pendant qu'elle achetait des voitures de sport aux autres, et me traitant de bâtard en face. Alors qu'elle savait de façon absolue et certaine que j'étais son unique véritable petit-fils biologique. Les disputes féroces dans la pièce ont instantanément cessé. Tout le monde s'est tourné vers Madeleine, attendant sa justification. Madeleine n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle n'a pas versé une seule larme de regret. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré avec une conviction absolue et glaçante qu'elle voulait voir si je deviendrais faible, pitoyable et soumis comme mon père, ou si cette épreuve extrême me rendrait assez fort et impitoyable pour mériter ce qui me revenait de droit.
Elle a osé qualifier ces décennies de violence émotionnelle sévère de « tests de caractère nécessaires et hautement efficaces ». Elle a dit que j'avais brillamment réussi le test en mettant ma fierté de côté pour m'occuper d'elle après son AVC. Et que grâce à ces méthodes brillantes et dures, j'étais désormais multimillionnaire. Elle m'a regardé d'un air d'attente. Elle s'attendait réellement à ce que je la remercie. J'ai eu un haut le cœur physique. J'ai regardé cette femme frêle en comprenant avec une clarté absolue qu'elle était véritablement et irrémédiablement malfaisante. Je lui ai dit, la voix résonnant dans la pièce silencieuse, que son test était purement psychotique. Je lui ai dit que l'argent ne pourrait jamais, au grand jamais, effacer 3 décennies d'un profond traumatisme psychologique. Je lui ai dit que je ne voulais pas de son approbation toxique et tordue, et que je ne voulais absolument et certainement pas de son pardon. Mon père s'est soudainement levé, sa lourde chaise raclant bruyamment le sol. Pour la toute première fois de toute sa vie de couardise, Thomas a regardé sa mère avec une haine pure et sans filtre. Il lui a demandé, la voix tremblante de rage, comment elle avait pu le forcer à regarder son unique enfant être traité comme un déchet humain pendant que de faux petits-enfants illégitimes recevaient des voitures de sport et d'immenses fonds d'études. Il a dit à Madeleine qu'elle l'avait violemment forcé à choisir entre protéger son fils et préserver son héritage, et qu'il ne se pardonnerait jamais, au grand jamais, d'avoir été assez faible pour choisir l'argent. Et il lui a dit, en pointant un doigt tremblant vers son visage, qu'il ne lui pardonnerait absolument jamais. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise. Je ne leur ai pas adressé un mot de plus. J'ai tourné le dos aux cris, aux pleurs hystériques et aux illusions brisées de cette famille d'élite. Et j'ai franchi la porte d'entrée pour sortir sous la pluie glaciale et purificatrice. Je pensais que la bataille était terminée. J'avais tellement tort. Les suites immédiates de cette lecture de testament explosive ont été un bain de sang impitoyable, épuisant et extrêmement agressif de menaces juridiques désespérées et d'ego totalement anéantis. Dès le mardi matin, alors que je consignais soigneusement les constantes des patients à l'hôpital, mon téléphone portable a été littéralement submergé de messages vocaux agressifs et menaçants. L'oncle Bernard avait immédiatement engagé un avocat d'affaires très agressif et hors de prix en centre-ville. Son avocat a laissé un message intimidant, truffé de termes juridiques, affirmant qu'il déposait une injonction d'urgence pour geler immédiatement tous les actifs de la succession et contester activement le testament en se basant sur une prétendue altération des facultés mentales de Madeleine. L'avocat de tante Valérie a appelé 2 heures plus tard, prétendant que j'avais exercé un abus de faiblesse sur une personne vulnérable et exigeant que l'ensemble du document soit rejeté par le tribunal des successions, brandissant la menace d'un procès public retentissant. Je n'ai pas paniqué. L'ancien Alexandre aurait été terrifié, mais le nouvel Alexandre avait 3 millions de dollars de moyens de pression. J'ai simplement transféré chaque message vocal menaçant directement à Maître Laurence. Elle m'a rappelé dans les 10 minutes. Sa voix était incroyablement calme, presque blasée, comme si elle gérait des implosions familiales massives et des proches avides chaque matin avant son café. Elle m'a dit de venir à son cabinet en ville. Le lendemain matin, je suis arrivé au prestigieux cabinet d'avocat de Maître Laurence, un bureau moderne, épuré et très imposant situé au 40e étage d'un gratte-ciel de verre. Elle m'a présenté son mari, Vincent. Vincent était un détective privé spécialisé dans les litiges successoraux à haut risque, la récupération de dossiers médicaux et la traçabilité des actifs dissimulés. Vincent était un homme vif et intensément concentré qui s'est immédiatement mis au travail. Il savait exactement ce que les enfants chéris allaient tenter, ils allaient prétendre faussement que Madeleine souffrait d'une démence sévère ou d'une confusion induite par son AVC lorsqu'elle avait signé le Nouveau Testament me léguant les biens immobiliers et les millions. Il nous fallait une preuve irréfutable, incontestable et médicalement solide de sa parfaite lucidité. Vincent a passé 3 jours à éplucher chaque dossier médical, chaque feuille de soins infirmiers et chaque note de médecin dans les volumineux dossiers de santé de Madeleine. 6 jours plus tard, Vincent m'a rappelé au cabinet. Il affichait un grand sourire, il avait décroché le jackpot juridique absolu. Il a fait glisser un dossier médical épais et hautement confidentiel sur la table de conférence cirée. Exactement 2 semaines avant la lecture du testament, Madeleine avait secrètement engagé un psychiatre gériatrique indépendant, certifié et hautement respecté. Le médecin avait passé 3 heures complètes en tête-à-tête avec Madeleine pour lui faire passer des évaluations cognitives rigoureuses, des tests de mémoire approfondis et des énigmes logiques complexes. Le rapport officiel du psychiatre, légalisé devant notaire, concluait que Madeleine était à 100% saine d'esprit, parfaitement consciente de son environnement et comprenait totalement et précisément les conséquences financières dévastatrices de ses décisions. De plus,
Vincent a trouvé une lettre manuscrite adressée par Madeleine directement au médecin, stipulant explicitement qu'elle anticipait pleinement que sa famille d'imposteurs avides tenterait d'attaquer agressivement le testament en justice. Et qu'elle voulait que cette évaluation psychiatrique figure de manière permanente dans son dossier juridique pour anéantir leur procès avant même qu'il ne commence. Elle avait parfaitement planifié le piège légal. Les poursuites et les contestations étaient mortes et enterrées avant même d'arriver sur le bureau d'un juge. Mais Vincent avait trouvé autre chose, quelque chose de bien plus sombre. Il a posé une lourde boîte en carton poussiéreuse sur la table. À l'intérieur se trouvaient 3 épais carnets reliés de cuir, les journaux intimes profondément personnels de Madeleine, couvrant plus de 30 ans de sa vie. Maître Laurence m'a servi un verre d'eau et m'a dit que je devais les lire pour comprendre pleinement à quoi j'avais été confronté. Je me suis assis seul dans la salle de conférence silencieuse et j'ai ouvert le premier carnet. Son écriture cursive soignée et parfaite recouvrait chaque page. Elle avait absolument tout documenté de façon méticuleuse. Elle notait les montants exacts en dollars des colossaux fonds d'études qu'elle avait offerts à Maxime et Chloé, et dans la phrase immédiatement suivante, elle consignait le billet de 5 $ qu'elle m'avait joyeusement donné pour Noël. J'ai lu la page correspondant à l'année exacte de ma naissance. Madeleine y décrivait longuement son ressentiment intense, brûlant et obsessionnel envers mes parents. La grossesse prénuptiale l'avait profondément humiliée devant ses amies d'église fortunées et moralisatrices. Elles avaient cancané dans son dos au sujet du manque honteux de discipline morale de sa famille. Elle avait pris la décision consciente et délibérée, sur le champ, de me punir sans relâche et de manière systématique pour le prétendu péché de mes parents. Le passage le plus écœurant et le plus pervers était une note rédigée peu après la réception des tests ADN secrets, 20 ans plus tôt. Elle écrivait qu'elle savait avec une certitude scientifique absolue que j'étais son seul véritable sang. Mais elle savait aussi que si elle révélait les infidélités répétées de la femme de Bernard, cela provoquerait un scandale public massif et humiliant qui détruirait à jamais le rang social d'élite et jalousement gardé de la famille dans la communauté. Elle se souciait d'infiniment plus du regard de ses amis snobs du club privé que de la vérité elle-même. Elle avait donc activement choisi d'entretenir l'illusion coûteuse de la famille parfaite avec des imposteurs génétiques, tout en continuant à m'utiliser comme son souffre-douleur émotionnel attitré pour satisfaire son propre sentiment de supériorité morale puritain et tordu. Elle avait tout consigné par écrit comme s'il s'agissait d'une grande expérience scientifique malsaine. Elle notait textuellement que le fait de me traiter comme un déchet briserait totalement mon esprit ou me forgerait en quelqu'un d'assez impitoyable pour hériter de son immense empire. J'ai refermé les journaux. Je n'ai pas pleuré. Le tout dernier résidu d'espoir que j'avais pu garder, pensant que ma grand-mère était simplement le produit d'une génération stricte et à l'ancienne, s'est complètement évanoui dans l'air. Elle n'était pas stricte, c'était une sociopathe profondément manipulatrice, hautement malveillante et sans le moindre remords. Armée de cette évaluation psychiatrique en béton et de la preuve écrite et documentée de son intention malveillante dans ses propres journaux, Maître Laurence a déposé une requête imparable en jugement sommaire. Lorsque les coûteux avocats de Bernard ont vu le rapport psychiatrique et ont compris l'immense scandale public profondément humiliant qui éclaterait instantanément si les journaux et les tests ADN étaient versés au dossier public du tribunal sous les yeux des médias, ils ont immédiatement battu en retraite. 3 mois plus tard, chaque contestation juridique a été officiellement et définitivement rejetée avec interdiction de réintroduire une demande. C'était officiellement et légalement terminé. J'étais le propriétaire légal incontesté du patrimoine de 3 millions de $, des immeubles locatifs commerciaux et de l'immense résidence principale. Mon tout premier acte en tant que propriétaire a été d'appeler une agence immobilière haut de gamme. J'ai mis en vente l'immense et oppressant manoir de Madeleine dès le lendemain matin. Je refusais de passer une seule nuit de plus dans cette maison de l'horreur. Chaque pièce était marquée à jamais de souvenirs douloureux et traumatisants, la cuisine où je mangeais près de la poubelle, l'allée où Maxime avait reçu sa Porsche. La maison a été vendue en moins de 2 semaines à un riche promoteur immobilier pour 1,3 million de $ payés comptant. J'ai signé les actes de vente définitifs, remis les lourdes clés en fer, et j'ai senti un poids immense et étouffant se dissiper complètement de ma poitrine. Je n'ai jamais regardé en arrière. Je pensais être prêt à tourner la page, mais le passé trouve toujours un moyen d'exiger une conclusion. 6 mois après la lecture explosive du testament, Madeleine s'est éteinte paisiblement dans un établissement de soins haut de gamme sous haute surveillance médicale. Son cœur défaillant a simplement cessé de battre dans son sommeil. Les funérailles ont eu lieu un jeudi matin pluvieux dans son église immense et prestigieuse. J'y ai assisté vêtu d'un costume noir simple et soigné, assis totalement seul au tout dernier rang, loin de tous les autres. Les membres restants de la famille occupaient les premiers rangs,
livrant une pantomime grotesque et hautement répétée du deuil. L'oncle Bernard a prononcé un éloge funèbre ému aux larmes, entièrement inventé, décrivant à quel point Madeleine avait été une mère dévouée, aimante et incroyablement généreuse. Tante Valérie sanglotait délicatement dans un mouchoir, tamponnant ses yeux pour les appareils photo. Chloé et Maxime portaient des lunettes de soleil de créateurs sombres et se tenaient la main, ressemblant à des célébrités tragiques. Personne n'a fait mention des tests ADN secrets. Personne n'a évoqué les procès amers et perdus d'avance, les divorces destructeurs en cours, ni le fait qu'ils étaient tous complètement ruinés et vivaient désespérément sur des cartes de crédit au plafond dépassé parce que l'argent de l'héritage sur lequel ils avaient fondé tout leur avenir s'était envolé. Ils jouaient leur comédie d'unité factice pour les fidèles de l'Église. Et tandis que je les regardais, j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien pour eux, ni colère, ni pitié, ni désir de vengeance, juste une totale et absolue indifférence sereine. Une fois la cérémonie terminée, alors que je traversais le parking détrempé pour rejoindre ma voiture fiable, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. C'était Maxime. Il avait une mine affreuse. Il avait perdu énormément de poids. Son bronzage arrogant et coûteux avait totalement disparu, et son costume paraissait légèrement froissé et mal ajusté. Il s'est arrêté à quelques pas de moi et a enfoui ses mains au fond de ses poches. Il a baissé les yeux vers le bitume mouillé, a pris une inspiration profonde et tremblante, et s'est réellement excusé. Il m'a demandé pardon pour l'épisode de la Porsche. Il m'a demandé pardon de s'être moqué de mes vêtements bon marché. Il m'a demandé pardon d'être resté silencieux et d'avoir profité des immenses avantages financiers de la cruauté de Madeleine pendant que je souffrais dans l'ombre. Il m'a confié que le fait de perdre cet argent et de découvrir que toute son identité génétique n'était qu'une pure invention l'avait complètement et totalement anéanti. Il avait été contraint d'abandonner son train de vie luxueux et de prendre un travail ordinaire de débutant dans une compagnie d'assurance quelconque simplement pour payer son loyer. Pour me prouver sa sincérité, il a glissé la main dans sa veste et m'a tendu une enveloppe épaisse et lourde. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété signés et notariés ainsi que les lourdes clés en métal de l'intégralité de la collection de voitures de collection, la Rolls-Royce, la Mustang, la Corvette. Il ne les avait pas vendues pour financer son voyage en Europe. Il les restituait volontairement à la succession. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il ne voulait rien posséder qui ait été bâti sur le fondement de ma souffrance. J'ai regardé les clés brillantes dans ma main. Puis j'ai regardé Maxime. J'ai vu un regret sincère et douloureux dans ses yeux fatigués. Je ne lui ai pas pardonné instantanément, 30 ans de brimades sévères ne s'effacent pas comme par magie sur le parking d'une église. Mais j'ai accepté les clés. Nous avons convenu de vendre les voitures lors d'une vente aux enchères de prestige. Ces véhicules impeccables ont rapporté près d'un demi-million de dollars. Nous avons pris cette somme massive, l'avons combinée avec une part importante de mes liquidités héritées, et avons créé un fonds officiel et juridiquement contraignant de bourse d'études. Nous avons conçu le processus de candidature spécifiquement pour des lycéens qui tentaient activement d'échapper à des environnements familiaux toxiques, violents ou profondément dysfonctionnels. Des jeunes qui devaient enchaîner des nuits de travail épuisantes simplement pour survivre pendant que leurs parents se déchiraient. La première année, nous avons attribué 3 bourses d'études universitaires complètes à des jeunes qui avaient désespérément besoin d'une bouée de sauvetage financière. Voir ces étudiants courageux pleurer de pur soulagement sur la scène de l'amphithéâtre a enfin donné à l'argent sale et manipulateur de Madeleine un but noble, magnifique et salvateur. Ma relation avec mes parents a été un processus lent et incroyablement difficile de reconstruction de la confiance à partir de zéro. Mon père a immédiatement entamé une thérapie hebdomadaire intensive pour tenter enfin de démêler son propre traumatisme d'enfance sévère et son incapacité lâche, tout au long de sa vie, à protéger son fils unique. Nous avons commencé à dîner ensemble une fois par semaine dans un petit restaurant tranquille et sans prétention. Nous ne parlions pas de Madeleine, nous parlions de l'avenir. J'ai utilisé une petite fraction de l'héritage pour rembourser intégralement le crédit restant sur leur modeste maison. Lorsque j'ai remis à ma mère l'acte bancaire officiel et tamponné, mon père s'est effondré et a pleuré à chaudes larmes, me serrant fort dans ses bras pour la toute première fois en 20 ans. Il m'avait totalement abandonné par le passé, c'est vrai, mais il faisait des efforts désespérés et constants pour changer. J'ai choisi de les garder dans ma vie parce que porter le lourd fardeau de la rancœur était tout simplement trop épuisant. Je n'ai pas quitté mon travail. J'aimais être infirmier. J'aimais l'environnement chaotique et sous haute pression de l'hôpital, ce sentiment profond d'aider véritablement des personnes incapables de s'aider elles-mêmes. C'est lors d'une garde de nuit de 12 heures particulièrement brutale et mouvementée aux urgences que j'ai rencontré Camille.
Elle venait d'être mutée au service des urgences traumatologiques. Nous avons passé 4 heures éprouvantes à travailler côte à côte pour stabiliser des victimes grièvement blessées lors d'un gigantesque carambolage sur l'autoroute. Elle était d'un calme olympien, extrêmement compétente, et possédait un sens de l'humour incisif et teinté d'ironie qui m'a immédiatement séduit. Nous avons commencé à prendre des cafés ensemble après nos gardes épuisantes, puis nous sommes passés au dîner. Camille a écouté toute l'histoire chaotique et toxique de ma famille sans jamais me juger, sans se détourner et sans me regarder avec cette pitié agaçante. Elle comprenait intimement les séquelles profondes et durables des traumatismes familiaux pour avoir elle-même survécu à des batailles de garde déchirantes et au traumatisme du divorce de ses parents lorsqu'elle était enfant. Elle se moquait éperdument des 3 millions de dollars bien placés sur mes comptes d'investissement, elle s'intéressait à l'homme qui continuait de se présenter chaque soir pour nettoyer le sang sur le sol de l'hôpital et tenir la main des patients mourants. 1 an après les funérailles, Camille et moi sommes partis ensemble à la recherche d'un logement. Je ne voulais pas d'un manoir immense, froid et oppressant. J'ai acheté un bel appartement moderne de 3 pièces avec de grandes baies vitrées donnant sur le parc verdoyant de la ville. J'ai passé mes week-ends à peindre joyeusement les murs dans les teintes lumineuses de mon choix, à acheter des meubles confortables et accueillants choisis par mes soins, et à remplir cet espace ouvert de centaines de livres et de plantes vertes. C'était le tout premier lieu physique de toute ma vie où je me sentais totalement et pleinement en sécurité. C'était un foyer bâti selon mes propres règles, totalement affranchi des fantômes sombres et moralisateurs de l'héritage de Madeleine. Un mardi soir tranquille, alors que le soleil se couchait et baignait notre salon d'une lumière dorée et magnifique, j'ai demandé Camille en mariage. Je n'ai pas acheté un diamant gigantesque, voyant et tapageur, j'ai choisi une bague vintage simple, élégante et profondément significative. Elle a dit oui avant même que je n'ai terminé ma phrase, m'attirant dans ses bras. Nous organisons actuellement un mariage très intime et en petit comité. Il n'y aura pas de grandes églises, pas de composition florale hors de prix et absolument aucun drame familial hypocrite. Juste mes parents, Maxime qui va beaucoup mieux aujourd'hui, quelques amis proches et fidèles de l'hôpital, et la famille bienveillante de Camille. Nous nous tiendrons devant des personnes qui nous aiment et nous respectent profondément. Et nous fonderons un tout nouvel arbre généalogique, un arbre solide, aux racines saines et profondes, totalement libéré de la terre empoisonnée et toxique du passé. Madeleine a fait tout ce qui était en son pouvoir pour me briser, dans le seul but de prouver une théorie perverse et tordue sur la moralité. Mais tout ce qu'elle a réellement réussi à faire, en fin de compte, c'est de me donner exactement les outils financiers et émotionnels dont j'avais besoin pour bâtir une vie magnifique, paisible et incroyablement épanouissante qu'elle ne pourra plus jamais atteindre. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Surmonter de graves traumatismes familiaux est l'une des épreuves les plus difficiles d'une vie, car la société nous répète constamment que nous devons pardonner aux personnes de notre sang, peu importe ce qu'elles nous font subir. Mais parfois, la décision la plus saine, la plus courageuse et la plus indispensable pour votre propre survie consiste à vous lever, à vous éloigner de cette table toxique, à laisser leur empire brûler jusqu'aux fondations et à bâtir votre propre sanctuaire. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec des dynamiques familiales toxiques, un favoritisme injuste ou des conflits d'héritage insensés? Partagez votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous pour me rappeler que je ne suis pas seul. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous toujours que votre véritable valeur n'est pas déterminée par les personnes brisées qui n'ont pas su vous aimer correctement.